Une vie, une œuvre. J'appelle discours Jacques Lacan, psychiatre, psychanalyste français. Né en avril 1901 et mort le 9 septembre 81 à Paris. J'appelle discours Une émission proposée par Alain Guy et réalisée par Isabelle Ihuel. Je n'ai pas plus entendu parler de Lacan que de Clavreul ou de Perrier à ce moment-là. J'ai appelé le premier une après-midi, comme on m'a dit, ah ben il est pas là, il était en congrès, il va rentrer de voyage, bon très bien. J'ai fait le numéro du second, il n'est pas encore arrivé, il rentrera que demain, et à ce moment-là, j'ai appelé le troisième. Et le troisième c'était Lacan. Alors je suis tombé sur Gloria, qui est l'assistante de Lacan, et qui m'a répondu, ah le docteur Lacan est occupé, est-ce que vous voulez rappeler je sais pas la peine, je rappelle, je veux un rendez-vous. Comme on demande rendez-vous à un artiste, à un tailleur, etc. J'avais l'innocence. Elle me dit, non, rappelez, je peux pas vous donner le rendez-vous. Rappelez le docteur Lacan, il veut vous parler lui-même. Qu'on veuille me parler pour prendre un rendez-vous, ça me semblait tout à fait bouffon et cocasse. Ce qui fait que 2 heures après, j'ai rappelé, alors j'ai eu Gloria encore au téléphone, et je lui ai dit, moi, docteur Lacan, mais ouais, il veut vous parler. D'abord, je lui ai demandé ce rendez-vous, vous me l'avez fait ou quoi? Non. Et j'ai eu Lacan au bout du fil. Oui, vous savez, cette voix traînante, je ne sais pas si vous avez connu Lacan, cette voix traînante qu'il avait, vous voyez. Je dis, je voudrais un rendez-vous, je veux vous voir. Et à un moment, il m'a posé la question qui m'a laissé complètement hagard. Il m'a dit, pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je voulais le voir? Et je sais que pendant longtemps, j'ai réfléchi. Pourquoi est-ce que je voulais le voir, en fait? Et je lui ai répondu, vous voyez, le transfert était déjà commencé, je lui ai répondu, ça tourne pas rond. Inconscient nous rappelle qu'au versant du sens, je conclure, l'étude du langage oppose le versant du signe. Comment? Mais le symptôme, ce qu'on appelle tel dans l'analyse, n'a-t-il pas là tracé la voie? Ma rencontre avec Lacan, ça a d'abord été une rencontre téléphonique. René Dupuis. J'ai eu la surprise de rencontrer une voix tout à fait curieuse, une petite voix toute frêle. Je m'attendais à la voix d'un maître, de quelqu'un d'important. Non, la voix n'était pas du tout importante, c'était la toute petite voix. Et je lui ai demandé si je un rendez-vous. Et puis il m'a dit que il habitait au 1er étage. Il m'a dit, vous aurez des escaliers à monter. Alors, je m'imaginais bien qu'habitant au 1er étage, j'aurais des escaliers à monter. Puis je me disais, lui, il a un certain âge, ces escaliers sont sûrement difficiles à monter pour lui, mais pour moi, je vois pas pourquoi j'aurais eu des difficultés à monter ces escaliers. Et bien là encore, la suite a montré que non. C'était un homme pressé. Pierre Rey. C'était un homme dont la pensée fonctionnait à une telle vitesse qu'il en était difficilement le piétinement des autres, de ne pas être compris à l'instant où il parlait, le nombre de fois où je l'ai vu. Vous voyez, il avait ses soupirs, mais il avait aussi connasse, ça pouvait arriver, quelqu'un qui ne comprenait pas. Et avec ça, il était habité par l'impatience, c'est tout le contraire de la sérénité, là, quand il était habité comme tous les gens de feu qui créent, il était habité par cette espèce d'impatience. Alors, bien sûr, il pouvait, je suppose, donner un masque social, mais il était toujours à la limite de la rupture, de l'éclatement, de l'éclat, du coup d'éclat. Moi, je l'ai vu éclater, mais souvent, c'était assez impressionnant de le voir éclater, parce que ça, je sais, il n'avait pas de bouton, là, quand ça sortait, hein, ce qu'il avait à dire, il le balançait. La mort et du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas,
Est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un ou une qui vivrait jusqu'à 150 ans? Mais enfin, quand même. Il y a une de mes patientes, il y a très longtemps, de sorte qu'elle n'en entendra plus parler. Sans ça, je ne raconterai pas son histoire. Elle a rêvé un jour comme ça que l'existence rejaillirait toujours d'elle-même. Le rêve pascalien, une infinité de vies, enfin, se succédant à elle-même, sans fin possible, s'est réveillée presque folle. Alors, ma rencontre avec Lacan. Je suis allée assister à un séminaire Perla Dupuy-Elbaz. À l'amphithéâtre du Panthéon, l'amphithéâtre de la fac de droit, en fait, au Panthéon, n'est-ce pas? La fac de droit. Et j'ai vu ce personnage. Alors, j'ai assisté à ce séminaire du début à la fin. Je veux dire, je ne suis pas partie. J'aurais pu partir. Je ne comprenais rien. Je suis restée clouée et fascinée. Et c'était comme si des arcanes s'ouvraient devant moi. C'était comme si un autre... Comment dire, on ne peut même pas parler de discours à l'époque, je n'aurais pas dit un autre discours maintenant, je peux le dire. Mais c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu, incompréhensible, et pourtant fascinant. Eh bien, je suis restée, et c'était le premier séminaire, c'était en 71, et j'ai continué, et j'ai suivi Lacan quand il faisait ses présentations de malades à Sainte-Anne, à l'amphithéâtre Magnan, je l'ai suivi. Et c'était il faisait une présentation le vendredi matin. Et je n'aurais pas raté ça pour tout l'or du monde. Je crois que s'il y avait un seul à prononcer à propos de Lacan, du travail qu'il a fait, de sa pratique, c'est le mot rigueur. Rigueur absolue, rigueur à la parole donnée, rigueur au logos, la façon dont il conduit un de ses écrits, la façon dont il conduit une cure, non seulement avec rigueur, mais avec une espèce de protection absolue, un sens de la ça contient d'ailleurs rigueur, c'est la responsabilité. C'est quelqu'un de tout à fait responsable. Alors quand on veut démolir quelqu'un, on l'accuse du contraire de ce qu'il est. Ça me fait toujours rire. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi rigoureux que Lacan par rapport à la parole donnée, par rapport à sa praxis, jamais. À certains moments chauds de l'analyse, l'analyste vous tient l'analysant au bout d'un fil. Il suffit d'une parole maladroite ou malheureuse. C'est pour ça que c'est corollaire du mot rigueur, l'analyse. Vous ne pouvez pas être analyste si vous êtes à côté de votre parole et à côté aussi de la parole donnée. Vous ne pouvez pas, parce que vous tenez la vie de l'autre dans vos doigts. Chez Lacan, j'ai toujours vécu une dominance de la parole sur l'écrit. Gabriel Pignoli, pédopsychiatre, psychanalyste. Tout ce que disait Lacan, il le disait en parole plus qu'en écrit. C'était retranscrit ensuite en écrit, mais tous ceux qui ont écouté Lacan dans ses séminaires comprenaient beaucoup mieux ce qu'il disait, disons entendaient beaucoup mieux ce qu'il disait, parce qu'il le disait d'une certaine façon. J'ai toujours considéré, alors que je ne connaissais pas du tout Lacan, je connaissais Freud mais pas Lacan, ce que je lisais de lui comme un écrit poétique. Et qu'est-ce qu'un écrit poétique? Sinon un écrit qu'il faut dire pour l'entendre. L'avantage de la poésie sur toute autre sorte d'écrit, c'est que pour comprendre et entendre ce que dit le poète, il faut le prononcer, il faut le dire en parole. Chez le médecin aussi, la parole est importante. Il écrit une ordonnance, il écrit le diagnostic, une observation, comme il dit. Mais ce qui fait acte médical, ce qui fait acte thérapeutique, c'est la parole.
Et Lacan parle à propos de relations médecin-malade, de transfert comme dans la relation psychanalytique. Et le transfert ne peut se faire qu'à travers le dire. Est-ce que vos propos n'impliquent pas le fait que le psychanalyste, comme le médecin, dans sa relation transférentielle, soit formé finalement à un certain nombre de textes, plutôt de type poétique, donc plutôt du côté du gai savoir des troubadours ou de la poésie de Mallarmé, par exemple? Moi, je l'ai toujours pensé. J'ai été formé au côté poétique de la médecine par des patrons qui ont toujours donné à la parole un sens double, qui nous disaient il faut écouter l'autre de plusieurs façons. Il ne fallait jamais s'arrêter au premier jet du discours de l'autre, et que les discours de chacun sont multiples. Lacan disait que c'était souvent des mi-dires, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout quand on parle, mais aussi qu'on dit beaucoup trop de choses pour qu'elles soient entendues. Le poète est celui qui dit, mais qui dit tellement de façon complexe, comme Mallarmé, qu'on est obligé de se pencher sur son dire. Et d'ailleurs, moi, chaque fois que j'ai lu un écrit de Lacan, je pense à Mallarmé. Et oui, la poésie a une parole qui compte pour autre chose que ce qu'elle dit. Lacan le savait. Lacan n'était pas un homme résigné. Il fut un homme de découverte, un défricheur pressé, bataillant souvent seul contre des lieux communs institués. Son originalité, avoir su associer des concepts, des images, des mots, des philosophes, des écrivains que d'autres ne pouvaient pas associer, et ceci toujours sous l'égide de Freud. Lier les propriétés de l'inconscient à la linguistique, la philosophie, la logique, la littérature, la topologie. Comment au reste, ici ne pas rappeler que il faut bien concevoir quelque chose qui rende compte de ce fait que la théorie de l'inconscient ait été, dans la découverte de Freud, liée dès son surgissement même à ce qu'on appelle le complexe d'Édipe. Voilà-t-il pas qui nous tourne vers l'autre, et le grand autre, comme je dis. Apparemment dans une incarnation qui la personnifie, celle du père archaïque, en tant que dans son meurtre a surgi mystérieusement le pacte de la loi primordiale. Alors, ce mythe fondé reste bien obscur si nous ne pouvons articuler correctement la structure. Vous voyez se répéter le mot de structure. C'est un mot Charles Melman, qui, encore je voudrais qu'à propos de cette évocation de Jacques Lacan, nous abordions ensemble l'œuvre, la pensée de Jacques Lacan, à la fois dans sa fidélité au texte freudien, dans la mesure où il en a déblayé, fourni, élucidé en quelque sorte la structure logique. D'ailleurs, Lacan affirmait « moi, je suis freudien », comme s'il recevait son message en quelque sorte directement du texte de Freud, n'est-ce pas? Et surtout avec vous, de faire valoir, disons, les éléments cruciaux de l'enseignement et de la pratique de Lacan. Ce que je voudrais finalement ensemble, c'est que nous fassions apparaître aux auditeurs les ressorts structuraux principaux de l'œuvre de Lacan aujourd'hui, en 1996. Il y a un premier point éminemment commun à Freud et à Lacan et qui cependant reste un peu à l'écart. Freud a été le premier à signaler ce symptôme majeur qui domine la vie de l'être parlant, celui que Lacan appelle le par-l'être, et qui est constitué par les défauts de sa vie sexuelle, voire les impasses, les impossibilités qui non seulement la marquent, mais qui bien plus l'organisent. Je veux dire que la vie sexuelle, sa possibilité, semble tributaire d'une impasse qui, à la suite de Freud, a été nommé complexe d'Édipe. Le complexe d'Édipe ne veut rien dire de plus que cet obstacle qui s'avère non pas mythique mais de structure
opposé à toute réalisation sexuelle accomplie. Alors, en ce sens, Lacan reprend de façon principielle ce point chez Freud, et il franchit un pas qui était sans doute beaucoup plus difficile à Freud dans la mesure où la science linguistique était encore dans les balbutiements à l'époque. Je veux dire que de Saussure était encore ignoré ou éloigné de Freud, et Lacan souligne que toute l'œuvre de Freud est marquée par ce fait, ce souci, le symptôme est organisé par la parole, est organisé comme une parole, et c'est à le déchiffrer que le symptôme est susceptible d'être levé. Cette organisation du symptôme par la parole souligne ce que Lacan reprendra, c'est-à-dire que nous sommes tributaires dans notre rapport aux objets, nous sommes tributaires de cette dépendance à l'endroit du signifiant, à l'endroit de la parole. Est-ce dire finalement que entre Lacan et Freud, la distinction se fonderait à la fois sur une place du discours et de la parole, mais aussi sur un des enjeux qui concerne la question du père, puisque Freud avait placé le complexe d'Oedipe sous l'égide d'un objet de désir, la mère, comme objet de désir exclusif, et une rivalité avec le père, et que Lacan se placerait, lui, du côté d'une formulation qu'il a donnée, il n'y a pas de rapport sexuel. Parfaitement. Parfaitement. C'est là, sans doute, le pas suivant franchi par Lacan. Je veux dire que, et Lacan le dira, Freud est resté amoureux du père. Autrement dit, d'une certaine façon, sans doute, Freud a-t-il eu quelques peines à résoudre lui-même son propre transfert et cet amour pour le père. Donc, les Freudiens et les post-Freudiens discuteront sur l'universalité du complexe d'Édipe, c'est-à-dire sur une organisation patrocentrique de la famille et de la société, alors qu'il est clair que ça n'est aucunement le cas, que ça ne l'a aucunement été, alors que Lacan soulignera qu'il s'agit moins d'un problème lié à la réalité de l'organisation familiale, je veux dire d'un accident en dernier sort de la culture, mais qu'il s'agit d'un fait lié à la structure du langage. Finalement, qu'est-ce qui crée une structure ? Est-ce la dépendance finalement de l'être humain au langage qui détermine la structure dans laquelle il s'engage ? Ce qui crée une structure se trouve être bizarrement un système qui n'est aucunement une représentation idéalisée de quelque organisation que ce soit, mais d'un système physique constitué donc par le langage, et en tant que celui-ci est dominé par ce que de Saussure a isolé comme le signifiant, c'est-à-dire comme le fait que ce système est organisé par des traits que seuls distinguent leurs différences. Aucune positivité donc à pouvoir chercher dans ce système, puisque chacun des éléments ne fait que renvoyer à l'autre pour une signification qui reste fondamentalement énigmatique. Finalement, il y a une différence fondamentale entre l'être humain et l'animal, qui tient bien entendu à la place du signifiant, mais qui tient aussi à un autre élément qui intéresse la psychanalyse, c'est-à-dire la place de l'objet. Si je comprends bien, l'animal aurait un rapport, j'allais dire presque immédiat à l'objet, alors que l'être humain n'est jamais en rapport direct avec l'objet. Son rapport à l'objet, par exemple la mère dans le principe oedipien, c'est toujours raté. Effectivement, l'animal a ce privilège d'être vis-à-vis de son objet sexuel dans un rapport qu'il faut bien qualifier de naturel. Autrement dit, il a dans la nature un objet prédestiné qu'il attend et qu'il identifiera par un certain nombre de traits physiques différents selon les espèces, bien sûr, mais qui lui assure que c'est bien une femelle à qui il a affaire. Le paradoxe, donc, pour l'être parlant, c'est que il n'aura d'accès à la sexualité qu'à la condition de renoncer à l'objet qu'il a adoré, qu'il a préféré, qu'il a élu, qu'il a aimé et qui est le plus souvent constitué, représenté par la mère, n'est-ce pas ? Donc,
Soulignons cette impasse que je signalais déjà au départ et qui vient inscrire l'ensemble de nos fonctions sous le signe de la dysfonction. De la dysfonction, puisqu'il faudra en quelque sorte ce dysfonctionnement principiel pour que soit organisé notre rapport au monde et en particulier à une femme lorsque ce rapport s'avère possible. Est-ce qu'on peut, à partir de ce que vous proposez ici, redéployer la notion de santé mentale telle que Lacan pourrait ou a pu la formuler? Et Lacan était médecin et psychiatre. Donc, est-ce que la notion de corps ne subit pas un réajustement fondamental par rapport à la médecine à partir de l'œuvre de Lacan? Parfaitement. Parfaitement. Et il est clair que ce point permet d'introduire ce fait que nous ne saurions en aucun cas définir ce que serait une santé mentale. Nous pouvons en parler concernant le corps. Pour d'ailleurs remarquer ce paradoxe, c'est que le corps ne se porte bien que dans la mesure où nous ne le sentons pas. Voilà un point qui mérite d'être souligné. Si nous commençons à sentir quelque chose du corps, eh bien c'est le malaise, c'est la douleur, c'est éventuellement le désir qui, lui, a des solutions de résolution qui ne sont pas forcément médicamenteuses. Mais, bien, en ce qui concerne la santé mentale, nous serions bien en peine de la définir puisqu'elle passe, en quelque sorte, par la mise en place d'un rapport symptomatique aussi bien aux objets qu'à soi-même. N'est-ce pas ? On peut donc dire que à ce jour, en tout cas, et faute de meilleure invention, c'est le symptôme qui est au cœur de notre rapport au monde et à nos semblables, d'ailleurs. Le désir est proprement la passion du signifiant, c'est-à-dire l'effet du signifiant sur l'animal qu'il marque et dont la pratique du langage fait surgir un sujet. Un sujet non pas simplement décentré, mais voué à ne se soutenir que d'un signifiant qui se répète, c'est-à-dire comme divisé. D'où cette autre formule. Le désir de l'homme, si l'on peut dire, c'est le désir de l'autre. En l'autre est la cause du désir d'où l'homme choisit comme reste. Songez à vos devoirs, songez surtout au chagrin de ma mort. Ça m'est égal, justement, j'ai pas faim, justement, j'ai beaucoup mieux rester tout seul, je n'aime personne, je suis très méchant. Marcel Czermak, comment peut-on repenser ou redéfinir la notion de symptôme en tant que Lacan l'extrait de la lecture qu'on en faisait au XIXe siècle, voire même de la lecture que Freud pouvait en faire? D'autant qu'il y a chez Lacan lui-même des variantes sur cette question. Le premier état de la question chez Lacan, c'est vraiment ce qui correspond à l'expérience même du malade, c'est quand il a commencé à formuler et à écrire que le symptôme est articulé dans la structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptôme qui ne soit articulé dans une structure, en d'autres termes, que ce soit un pur effet de structure. C'est pas une affaire ectopique, c'est pas une affaire non plus pathologique, c'est une affaire logique. C'est-à-dire que dans tel type de discours, organisé en structure, il y a un effet qui est un effet de symptôme. Au point qu'il ait pu dire d'ailleurs que la psychanalyse était un symptôme. Et en plus, il disait, c'est un bon symptôme puisque c'est un symptôme qui nous permet de respirer. Donc, cette qualification de symptôme n'emportait chez Lacan aucun indice péjoratif ou favorable. Constatation. Un symptôme, c'est l'effet d'une structure dont, à beaucoup d'égards, il indique la vérité. Puisqu'il apparaît comme incongru, c'est la modalité incompréhensible de la vérité qui n'est pas incluse dans le discours lui-même. Et donc, c'est un pur fruit d'une articulation logique.
Et puis, il y a cet état beaucoup plus postérieur. Je fais un grand saut là chez Lacan, ce qu'il appelait le symptôme, qui est tout à fait autre chose, puisque c'est là entendu chez Lacan comme la façon, par le biais non plus d'un symptôme, mais il dit d'un symptôme, ce qui est autre chose, de faire en sorte que ça n'aille pas trop mal, de faire en sorte que, vaille, ça tienne la route. S'il parle de Joyce et de son symptôme, est-ce que Joyce était fou? Il est bien évident que dans son texte, et compte tenu de l'expérience qu'on a de Lacan, qui considérait que Joyce était fou, c'était un psychotique. Alors ce symptôme, c'est quoi? C'est la modalité de suppléance qu'a trouvé Joyce pour ne pas sombrer excessivement. Donc il parle là, dans ce symptôme, d'une modalité prothétique, qui d'ailleurs n'est qu'une façon par Lacan de formaliser, en tout cas à mes yeux, ce qui est dans la vieille expérience des praticiens de longue date et qui s'étonnent toujours qu'avec des patients spécialement difficiles, avec lesquels les périls, les risques sont considérables, de trouver une espèce de bidouillage, de branquignolage, d'artisanat qui fait qu'il y a quelque chose qui est fabriqué et qui fait que ce sujet, alors même qu'il est destiné à l'effondrement de la folie, néanmoins il tient la route opportunément. Donc les deux aspects que j'évoquais, celui du symptôme en tant qu'articulé de la structure et celui du symptôme, ils sont d'ailleurs pas du tout antagonistes. Il y a juste l'écart entre symptôme et symptôme. Il n'y a pas d'unité dans le sujet. Ça ne veut pas dire pour cela qu'on revienne au dédoublement de la personnalité, de romantique autant que fâcheuse mémoire. Pas d'unité ne veut pas dire qu'il y en a deux, ce qui est seulement redoubler l'impasse que nous propose l'inconscient. Il y a des gens qui se feraient volontiers à l'idée d'installer, en un quelque part qu'ils tiennent pour le psychisme, toute une petite population d'unités. Non, l'inconscient n'est pas le mauvais moi, comme disait quelqu'un qui n'était pas précisément une lumière et que j'ai dû durant un temps assidûment pratiquer. Le problème est un tout petit peu plus compliqué. Il est lié à la structure de la répétition. Charles Melman, vous êtes psychanalyste et vous avez fondé l'Association freudienne internationale en 1982. N'est-ce pas là finalement l'apport principal de Lacan d'avoir en quelque sorte mis le sujet en position d'exil à lui-même, comme quantité logique d'une variable, avec un savoir de l'inconscient où finalement le savoir échappe toujours, qu'il n'est pas là où l'on croit, et où en plus où il n'y aurait pas d'auteur à proprement parler à la pensée. Ça parle, ça pense. C'est-à-dire une espèce de liquidation presque cartésienne du sujet, en tant que quelqu'un, en tant que personne. Le terme de liquidation cartésienne à la fois convient et en même temps pose problème, puisque c'est assurément Descartes qui a assuré la fondation du sujet et donc l'assurance de son être sur le doute systématique. Lacan, dans le premier temps, en effet, il reprend la théorie classique du sujet que nous avons héritée d'Aristote, c'est-à-dire la notion d'âme chez Aristote, pour simplement souligner que cette âme, ce sujet, ne se soutient que d'une pure absence. Autrement dit, que la question de son être restera toujours pour lui énigmatique et impossible à régler. Et en outre, ce sujet, dans cette première conception, relève de la coupure qui vient marquer l'organisation de la chaîne signifiante, le dit sujet se soutenant de cette coupure même. Et c'est pourquoi Lacan le symbolisera d'un S marqué d'une barre, la barre étant là en quelque sorte par la coupure qu'elle représente, étant le support de la subjectivité. C'est une conception
moderne, fort intéressante et dont les conséquences sont évidemment nombreuses. Néanmoins, Lacan peut constater combien ce sujet qui se soutient d'une coupure, et donc, je dirais, de ce que la théorie appelle la castration, eh bien, combien un tel sujet est incurable, car le défaut dont nous parlions tout à l'heure, le symptôme, il l'aime. Il l'aime puisque c'est ce dont il s'abrite, c'est ce qui va constituer sa maison, c'est ce qui va constituer son lieu. Donc comment guérir un sujet dont la maison est précisément le symptôme? On peut donc comprendre de quelle manière il peut y avoir des résistances dans la cure qui ne dépendent pas de bonne ou de mauvaise volonté, mais de fait de structure. Et dans un temps second et malheureusement un peu tardif, Lacan élaborera le nœud borroméen, où là, le sujet, eh bien, dans le nœud, ne trouve plus d'autre support que le nouage lui-même des trois ronds. Autrement dit, plus de coupure. La coupure dans le nœud borroméen ne prend plus valeur que pathologique. Il n'est plus qu'un effet de la névrose. Et il y aurait donc à tenir toute la conception antérieure comme solidaire d'une conception névrotique. Et ce sujet n'est plus tant celui qui se réfère à un père que celui qui se réfère à ses œuvres. Et il y a là ce séminaire fort remarquable sur Joyce, intitulé « Le symptôme », et où Lacan montre de quelle manière Joyce a tenté, et sans doute réussi, de traiter ses difficultés, peut-être psychotiques, par ce qu'étaient ses œuvres. On bascule là dans un espace topologique entièrement différent. Mais ce qu'il y aura de plus radical chez Lacan, c'est d'établir, et là encore rompant avec une très vieille tradition philosophique et théologique, que le sujet est l'effet d'un discours. C'est-à-dire, non pas ce qu'il y a à considérer comme engagé dans une intersubjectivité, mais le fait qu'une parole s'adresse systématiquement toujours à un autre, à un semblable, que les places occupées par ceux qui sont ainsi liés, que ces places ne sont pas quelconques, mais strictement définies, et que c'est de cette liaison en tant que manqué que le sujet prend place. C'est de l'échec de cette liaison sociale que le sujet en tant que tel prend place, c'est-à-dire se découvre dans sa parole même et, loin d'en être donc le créateur, est l'effet du discours qu'il vient, non pas inventer, puisqu'il ne saurait le faire, mais qu'il vient simplement reprendre. Justement, à propos de la production des discours, la place de la sexuation est peut-être à prendre en ligne de compte, puisque vis-à-vis de l'Oedipe, par exemple, la position des dissemblables hommes-femmes a quelques conséquences. Et on connaît les démêlés que Lacan a eus dans les années 70, au moment où il a promu justement ces 4 discours, avec la fameuse formule qu'il a proposée, la femme n'existe pas. Oui, je crois que là-dessus, nous pourrions constater combien nous sommes en général restés des barbares sur la question. Je veux dire combien notre conception de la femme, et aussi bien d'ailleurs de l'homme, notre conception de la vie sexuelle, des échanges, etc., sont restés extrêmement frustes. Et Lacan, bien sûr, va se servir, prendre appui sur son expérience, sur sa pratique, pour souligner combien d'abord la femme a pour support une place et une logique qui sont différentes de celles de l'homme, et que c'est du fait de cette différence, et nullement du fait de leur mauvaise volonté ou bien de ce qui serait un coup tordu dans la culture ou dans la civilisation, qu'ils ne peuvent
à ce jour, avoir de rapport entre eux, rapport étant à entendre ici au sens logique. Il est bien évident qu'ils ont des relations, et qu'il vient, ce défaut de rapport logique, déterminer, je dirais, leur incompréhension mutuelle ordinaire. Il y a là une conclusion. S'il est vrai que nous avons à retenir ce défaut comme organisateur de la rencontre sexuelle, il s'agira donc de réorganiser, si je puis dire, notre vie romanesque, puisqu'il y aura maintenant ce défaut non plus tant à s'en réjouir, comme le fait l'écriture romanesque ou la vie sentimentale, mais il y aura peut-être davantage à chercher de part et d'autre les moyens pour passer à autre chose. Car c'est vrai que notre vie romanesque, à cet égard, commence à être un peu fatiguée. J'aurais raté. Je veux dire, c'était aussi quelque chose de fabuleux de voir comment Lacan approchait les malades, parce que j'avais assisté à d'autres présentations avec Denis Guerre, par exemple, et d'autres, et c'était atroce. Ils étaient avec les malades comme un objet. Lui, Lacan, il était d'une présence, il était d'une sollicitude par rapport au malade. Ça n'a plus rien à voir. Le rapport qu'il avait avec le malade n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais vu en psychiatrie ailleurs, par ailleurs. Donc c'était fabuleux. Marcel Tchermak, vous êtes psychiatre à l'hôpital Henri Roussel et psychanalyste, et vous avez bien connu le docteur Lacan dans sa pratique analytique. Et lorsqu'on évoque celle-ci, vous affirmez volontiers que sa pratique à Jacques Lacan était déconcertante. C'est tout à fait vrai. Non seulement déconcertante, mais une pratique qui apparaissait à nombre de ceux qui avaient à en connaître comme inconvenante, pour des raisons diverses. Tout d'abord, je crois que Lacan mettait au principe de sa démarche que quand il dialoguait avec quelqu'un, eh bien, il ne comprenait pas. Et donc, il installait l'incompréhension au principe de l'échange, et il ne cédait pas du tout à cette idée qu'il y aurait de la communication. Donc c'était une pratique d'incompréhension qui imposait à celui ou à celle avec qui il dialoguait d'avoir à rendre compte de ce sur quoi il s'appuyait, lui-même étant dans cette position où il n'hésitait pas à manifester sa propre obtusion. Rendez-moi compte, expliquez-moi. Il manifestait aucun savoir préalable, mais où il dialoguait avec ses patients comme si c'était eux-mêmes, et comme je dis comme si c'était, c'est comme ça que c'était pour lui, ceux qui allaient lui apprendre, l'informer du point où ils en étaient, charge à lui d'introduire là-dedans le mode de riposte, de dialectique, de questionnement qui permettrait à ce sujet-là, si c'était possible, ou s'il le voulait, d'appréhender le point où il en était, c'est-à-dire sur quel pied il démarrait ce dialogue avec lui. Donc c'était un dialogue qui mettait en suspens toute connivence. C'est pour ça que la formule que Lacan donnait, quand je reçois quelqu'un, je ne suis pas là pour lui faire un cours, mais pour enregistrer de quel pied il part. C'était prendre la mesure, pour lui, mais pour l'autre, son interlocuteur, du réel auquel le sujet en question était arrimé. Absolument. Et ça a été pour moi une des très grandes leçons concernant ce qu'on appelle ordinairement les entretiens préliminaires ou leurs fonctions. De quoi s'agit-il dans les entretiens préliminaires? Est-ce qu'il suffit d'avoir entendu la plainte de celui qui souffre et l'ayant enregistré de le brancher sur telle ou telle thérapeutique, ou s'agit-il bien davantage de lui permettre, lors de ses premières rencontres, d'apprécier, aussi loin que l'on
peut le faire où il en est de son point de butée, c'est-à-dire de son impossible, c'est-à-dire de ce qui fait pour ce sujet-là le point même d'où il s'embarque, et qui, à défaut de le reconnaître de départ, viendrait assurément hypothéquer sa navigation ultérieure, et qui viendrait accroître le malentendu ordinaire entre ceux qui échangent, à savoir qu'on croit se comprendre. Donc c'était, je crois, pour lui un point essentiel, et c'est ce vers quoi il nous rectifiait d'une façon régulière, puisque comme nous lui parlions de nos difficultés avec nos patients avant qu'il ne les voie, s'appuyant sur ce que nous lui avions dit, comment il vérifiait, s'étayait ou infirmait ce que nous lui avions exposé. Donc il s'appuyait sur le dialogue avec le patient comme sur le dialogue que nous avions eu avec lui, dans un dialogue qui avait une double visée, à la fois qui visait le patient, c'est-à-dire le cas échéant, à rectifier la position dans laquelle le patient avait été éventuellement embarqué de notre fait, mais simultanément à veiller à ce que nous-mêmes nous prenions la mesure de ce qui avait été notre propre errement, notre propre divagation, et donc que nous soyons susceptibles, grâce à son aide, que notre patient soit mieux logé à sa place, cependant que nous-mêmes nous serions également mieux logés à notre place dans le dialogue avec ce patient. Donc il avait également une visée de la suite des choses. Justement, on pourrait peut-être aborder cet aspect, c'est-à-dire la manière dont Lacan a bouleversé le champ de la psychose, et comment, tant dans la psychiatrie et dans la psychanalyse, la conception de la psychose s'en est trouvée modifiée. Oui, vous me posez une question qui m'importe infiniment et qui est pour moi l'objet d'une grande peine. Vous formulez votre question avec le sentiment qu'il a véritablement réussi son coup. De la lucarne où je suis et où j'ai essayé de maintenir ce fil, je ne peux malheureusement pas le constater. C'était déjà le cas de son vivant. Quand il venait ici, dans la salle où nous sommes aujourd'hui, qui est l'amphithéâtre Magnan, dont on peut regretter qu'il n'ait pas de bouche pour raconter, quand il venait dans cet amphithéâtre, il y avait là qui, essentiellement, d'une part des familiers, c'est-à-dire des gens qui venaient chez lui au titre de l'analyse ou du contrôle, des élèves divers, et comme praticien de cet hôpital, qui y avait-il ? Il y avait essentiellement mes propres élèves directs, les gens de mon unité. Quant aux autres praticiens de l'hôpital, voire même de ce service-ci, ils n'y venaient pas, et nos infirmiers tournaient tout cela en dérision en appelant cela la grande messe. En d'autres termes, nombre de mes camarades les plus proches ici ont raté une occasion historique considérable. Donc cet effort que Lacan a fait ici a porté sur très très peu de gens. Donc à quoi est-ce qu'on peut parler d'une réussite de Lacan dans ce champ ? Quels que soient les outils décisifs qu'il nous a amenés, je ne crois pas que la psychiatrie, au sens le plus ample, y soit entrée ni s'en soit saisie. Que le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil ? Pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil ? On le mettait sur un piédestal. C'est pas lui qui s'y mettait sur un piédestal. Mais c'est vrai qu'on le mettait sur un piédestal. Toujours est-il qu'en arrivant là, dans son cabinet, Perla Dupuis, moi qui avais 4 ans d'analyse derrière moi, eh bien, je me suis entendue lui dire des choses que j'avais encore pas dites à mon analyste. D'ailleurs, je crois bien que ces choses que j'ai dites à Lacan, je les ai même plus redites. Je veux dire, ça suffisait. Donc Lacan, il provoquait un souci de vérité. Il provoquait quelque chose d'une authenticité qui était unique. Il n'était pas possible de raconter mon histoire, René Dupuis, comme si ça avait été une histoire continue.
et dire que les coupures que Lacan faisait dans le discours de son patient, les surprises qui arrivaient étaient à l'opposé de quelque chose de prévu, n'est-ce pas? Ça ne se passait pas du tout dans le continuum, et dès que on entreprenait une explication qui, elle, avait le continuum d'une rationalisation, il arrêtait tout de suite. Et dès qu'on avait une explication à la bouche, la séance se terminait, ou Lacan se débrouillait par n'importe quoi, un bruit de sa main sur la table, un froissement de papier, où il se levait de son fauteuil pour bouger. Il y avait quelque chose, il y avait la mise en scène encore de quelque chose d'autre. Si bien que, aujourd'hui, j'ai l'impression, même presque la certitude, que ce qui était en scène, là, c'était, finalement, c'était le sujet de l'inconscient. Le sujet de la raison ne trouvait pas sa place, mais en revanche, la mise en scène opérée par Lacan permettait à l'inconscient de venir se manifester. Je commence à raconter une histoire, Lacan m'arrête. Et bien alors, qu'est-ce que je vais raconter si je ne peux pas raconter d'histoire? Mon histoire. Et très curieusement, et ça a eu très très vite sur moi un effet sédatif sur les symptômes que je présentais, et comme tout un chacun, je veux dire que les questions de la mort, n'est-ce pas, se posent évidemment chaque fois que la question de l'existence se pose. Et là, à ma grande surprise, c'est plus la mort qui était là présente, mais quelque chose qui était extrêmement vivant. Je ne peux plus m'arrêter de sonner, je ne sais plus l'heure qu'il est, il m'a ôté mon balancier. La durée des séances était chez Lacan réglée par un principe élémentaire et que connaissent tous ceux qui s'intéressent à l'analyse des textes, c'est que le sens d'un texte est lié à sa ponctuation. Et si l'on veut faire entendre à quelqu'un le sens d'un texte, il importe de le ponctuer. Alors Lacan ponctuait le texte de ses analysants, que la séance soit longue ou courte. Il faudrait d'ailleurs également parler de ce que veut dire en cette matière le long et le court, parler du temps. Nous sommes, comme nous le savons, dans un temps qui est un temps industriel et donc monnayé. Lacan faisait aussi scandale dans la mesure où il ne respectait pas ce temps monnayé, c'est-à-dire cet échange d'argent contre du temps. Personnellement, en ce qui me concerne, je lui en rends grâce. Quand j'étais très frappé, quand je l'ai entendu parler dans ses séminaires, où je l'ai rencontré quelquefois, c'était non seulement sa voix traînante, mais c'était le rapport qu'il entretenait au soupir, à sa respiration. Ah oui, c'est vrai, chaque phrase se terminait en agonie. Ah, ou alors, c'était quelque chose de l'ordre de l'exutoire, c'est possible. Quelque chose, on apprend à soupirer, je crois que dans un grand nombre de traditions orientales, il y a cette fonction de catharsis. Mais ce que vous dites ne peut être lié à rien de général. C'était tout à fait singulier au mode d'être de Lacan, à sa façon de vivre, à sa façon de respirer. C'était quelqu'un qui avait des changements de vitesse dans la pensée tout à fait imprévisibles et foudroyants. Ça pouvait démarrer sur quelque chose de très lent, et puis brusquement, il y a quelque chose d'éblouissant qui était craché à toute vitesse. Comme si tout le travail qu'il avait fait l'avait amené à cette plage des poètes et des créateurs, où au lieu de contrôler votre langage, dans une espèce d'intuition absolue, vous êtes parlé par votre langage. Et tout ce qu'il disait devenait pratiquement prophétique. Je trouve ça très, très profond, ça, très loin. Oui, très éclairant, comme on dit aujourd'hui. Oui, très éclairant, mais c'est aussi pour ça que son écriture, notamment dans les écrits, est disons, cryptée. Ou plutôt, ce n'est pas rédigé comme un médecin écrirait. Justement, il a inventé une forme d'écriture plus proche peut-être d'une écriture poétique. Il a inventé quelque chose de mal armé dans son écriture, c'est vrai. Mais je crois qu'on a appelé le gongorisme de Lacan, cette espèce de préciosité dans le choix des termes, ça avait quand même une utilité flagrante. Freud a écrit le plus naïvement du monde, de la façon la plus simple du monde, ce qui fait que
on peut faire dire à Freud tout ce qu'on veut, et même le contraire de ce qu'il a voulu dire. Je crois que ça a ulcéré Lacan, c'est pour ça qu'il a repris une lecture de Freud. En tout cas, quand vous lisez Lacan, quand vous entrez dans Lacan, quand vous arrivez à décoder Lacan, et c'est un exercice très fructueux, parce que très vite on parle le Lacan comme on parle l'italien. Lacan écrit aussi comme l'inconscient fonctionne. Quelque chose qui est accéléré du verbe, quelque chose qui arrive. Il y a une émergence brusquement, et jamais il ne la refoule. Il l'accepte. On pourrait appeler ça un rejet. Sans arrêt, il y a des rejets dans la construction de sa phrase. Je crois qu'il n'écrit pas pour se faire plaisir, il écrit pour faire sens. Et Dieu sait que ça fait sens. Quand il écrivait un article, il le réécrivait 20 fois. Marcel Tchermak. Et il n'a pas écrit énormément, au fond. Lacan était plutôt un homme de l'oral. La difficulté qu'il avait à écrire et le type de vigilance extraordinairement précise qu'il a mis dans ses propres écrits indique bien, me semble-t-il, le type de portée qu'il accordait à l'écrit. Et je peux amener une petite note personnelle. Je me souviens, il y a maintenant très longtemps, d'un été où j'étais quelque peu en difficulté et où je l'avais appelé à sa maison de campagne, un samedi, en plein été, ce qui était un peu incongru. Il m'avait dit « venez maintenant ». Donc je m'étais pointé à Guy Trancourt, et puis j'avais exposé l'affaire qui me tracassait à Lacan, qui était une histoire d'ailleurs, une histoire d'amour. Et alors il avait écouté ça d'une oreille complètement distraite pour me dire « ben oui, l'amour c'est toujours terrorisant », avec le ton du type pressé d'en finir. Et puis là-dessus il me dit à propos « est-ce que vous avez quelque chose d'écrit à me présenter ?» C'était dans des emmerdes telles qu'il était évident que vraiment c'était pas le moment pour que je me mette à un écrit. Je lui dis « monsieur, c'est pas le moment ». Il me dit « mais mon vieux, il faut en passer par là ». Et donc j'étais reparti avec ce truc-là, n'est-ce pas, est-ce que vous avez quelque chose d'écrit à me montrer ? Et ce jour-là, il était dans sa table de travail, c'était l'été, alors la paperasse s'amoncelait au pied du bureau, on voyait qu'il avait chiffonné, jeté, il y avait un stock de papier. Et il était là, apparemment très embêté avec ce qu'il avait à écrire. Mais sans doute y avait-il là une indication essentielle, savoir d'abord écrire vraiment, c'est pas évidemment les tombereaux de documents qui gisent dans les librairies et qu'on nous balance au gré des fluctuations de la mode. Et pour lui, écrire, c'était quelque chose qui s'offrait dans son articulation même à étayer le discours dont cet écrit voulait se faire le support. Donc il considérait que l'écriture était ce point à la fois logique qui devait certainement être homogène avec le discours qu'il supporte. Donc il considérait que l'écrit ne pouvait pas ne pas être strictement homogène, y compris dans sa doctrine, avec ce qu'il soutenait. Et donc ce point de l'écrit, pour lui, me semble-t-il, était le point de preuve. It's like boom 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 bye 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 ça fait mal. I know mama no cry. Le mode d'intervention de Lacan, sa façon comme ça d'interrompre, de couper, de faire des scansions par un ensemble de bruits, enfin, la façon dont il se manifestait, ça provoquait chez son analysant l'obligation de changer de discours, d'aller chercher plus loin un savoir qui ne pouvait pas tourner en rond, qui était un savoir organisé par une autre signification, un autre vecteur que celle de la rationalité auquel on pouvait s'attendre. J'ai l'exemple d'un patient qui rêve qu'il a une boule de cheveux dans la bouche et qui l'empêche de parler. Les associations lui viennent assez vite, les cheveux sont ceux de sa sœur qu'elle avait très longs. Or, sa sœur était quelqu'un qui avait une place privilégiée dans la famille et qui monopolisait la parole. Lui restait comme ça un petit peu dans l'ombre. Et bon, je vous passe un peu toute l'histoire, tout le scénario. J'ai souligné cheveux parce que
Ce scénario-là évoqué par le patient n'expliquait pas les cheveux. Qu'est-ce que c'était que ces cheveux-là qui venaient sur la soupe, n'est-ce pas? J'ai dit, cheveux, n'auriez-vous pas des origines auvergnates? Alors il dit, mais oui, en effet, mon père. Et puis il réalise que ce cheveu voulait dire je veux en auvergnat. Un exemple de non-sens, je veux dire. Mais le non-sens, il était déjà dans le discours du patient. Ce cheveu déjà faisait non-sens. Avec un peu d'expérience, ça intéresse l'oreille de l'analyste que d'entendre un mot, là il faut dire comment on appelle ça nous, un signifiant qui vient faire tâche, là, qui est mis en avant et qui probablement est révélateur. Mais ce qui était l'habitude de Lacan, c'était de ne jamais donner d'explication, et jamais d'explication dans le sens. Il faisait seulement coupure, il arrêtait au niveau d'un mot qui lui avait semblé particulier, devant être noté, et c'est le patient lui-même qui faisait sa propre affaire de ce signifiant que l'analyste avait entendu. Moyennant quoi, une fois que l'analyste l'entend, le patient peut l'entendre à son tour. Une fois que le patient a reconnu que c'était je veux, ça voulait dire je veux parler, il s'est mis à parler. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? Il pouvait asséner une vérité dès lors qu'il savait qu'elle était hors de votre portée. Donc elle n'allait pas déranger le déroulement de votre analyse en vous faisant anticiper ce que vous alliez peut-être découvrir. Tout au début, il m'a balancé une phrase que je me rappelle, mot à mot, sans l'avoir comprise. Au début, on parlait de l'âme, de la psyché, etc. Et il faisait semblant d'entretenir une conversation avec moi. Très bien. Et à un moment, il m'a sorti cette phrase, il m'a dit la psyché, parce que je parlais de l'âme, il m'a dit la psyché, c'est la fracture. Et cette fracture, c'est le prix que nous payons parce que nous sommes des êtres parlants. Bon, quand il m'a dit ça, au tout début, j'étais à la lettre B ou C, je n'ai pas très bien compris. Alors, justement, dans les phrases un peu énigmatiques comme ça qu'il vous proposait, c'était comme un rendez-vous à venir possible pour vous dans votre propre analyse, comme une promesse de sens? Je n'y avais jamais pensé, mais puisque vous me le dites, je suis certain que c'était ça. Certain que c'était ça. C'est une anticipation sur des choses que j'allais découvrir, mais il ne prononçait pas la phrase, mais vous verrez ça plus tard. L'erreur, comme le symptôme, ça parle de vérité, et donc si on l'a commise soi-même, on en prend acte, on ne va pas la corriger. Moi j'étais ravi, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de bateaux, il n'aimait pas ça. Et je lui avais un jour rappelé que dans la marine, quand on a fait une connerie, un officier a le privilège d'avoir pas à s'excuser. Moi, je m'excusais parfois un peu trop de mes conneries. Il me dit, n'avez pas à vous excuser. Et je m'étais rappelé qu'un marin, ça ne s'excuse pas, ça répare. Démerdez-vous avec vos bêtises. Maintenant, prenez-en de la graine. Et il était dans ce type de façon. Ici, je ne l'ai jamais vu engueuler quiconque pour ses conneries. Mais il les pointait. Oui. Donc, en fait, un psychanalyste qui se réclame de Lacan n'est pas un marin, mais doit savoir naviguer et pratiquer parfois l'interprétation analytique, dont la fonction n'est pas d'être comprise, mais d'être plutôt incomprise, et de faire, comme disait Lacan, des vagues. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça aide l'effet, et si possible, un effet opportun. C'est-à-dire que la discipline de l'interprétation chez Lacan, même si Lacan savait donner des explications, prendre son temps, c'était pas ça pour lui le fin du fin. Discipline de l'interprétation chez Lacan, c'était produire un acte dont le statut peut être polymorphe. C'est une explication ou une engueulade, ou un ton abrupt, ou une césure, mais en tout cas, produire un acte qui soit tel que, s'inscrivant au moment opportun, ça permette au sujet d'opérer un franchissement qui lui permette de venir en position tierce par rapport au couple qu'il tenait précédemment entre lui et celui qui s'en occupe. C'est-à-dire cette position logique
de permettre au sujet de se dédoubler et de n'être pas captif de son affaire duel avec l'autre de l'interlocution, mais de pouvoir prendre une position tierce de façon à opérer la nature de ce couple. Les doctrines classiques, traditionnelles de l'interprétation ne valent pas, puisque ce type de cap, d'objectif, évidemment, n'est pas inclus là-dedans. Mais ça veut dire que du même coup, l'interprétation, elle est beaucoup plus vaste que ce que nous dit la doctrine, puisque ça peut aussi bien être, le cas échéant, un coup d'œil. Et d'ailleurs, dans le cas, par exemple, le cas de Freud, de la jeune homosexuelle, qui, se trimballant avec une demi-mondaine pour provoquer papa, rencontre papa qui lui jette un coup d'œil un peu méprisant, et du même coup, paf, elle saute d'un pont. Le coup d'œil de son père, ça a été une interprétation. Ici, Lacan a insisté sur cette histoire-là, c'est-à-dire comment un coup d'œil peut déclencher un passage à l'acte. C'est également parce qu'il n'était pas sans savoir qu'un coup d'œil, ça peut être une interprétation. Ce qui est une façon aussi de dire que l'interprétation peut tuer quand elle vise trop juste et que le sujet se trouve en position de déchet, finalement, dans l'interprétation qui est faite, et que pour qu'il y ait interprétation il y ait, il faut qu'il y ait un certain cryptage. J'allais dire, pour reprendre une formule de Lacan, qu'elle soit midite, n'est-ce pas, qu'on la donne à entendre à moitié. Absolument. L'interprétation n'a pas d'alliance spéciale avec la vérité. Le maniement de ce qu'on estime être la vérité, c'est toujours une façon de prendre l'autre à la gorge sur un mode aveugle et sans qu'on puisse savoir ce qu'il va s'en produire. Lacan, sur la question de la vérité, avait, je ne sais plus dans quel séminaire c'était, je crois que c'est dans la logique du fantasme, mais je me trompe peut-être. Il disait que la vérité est en défaut. Elle est en défaut, moins par un défaut quelconque, justement, que par structure, puisqu'une moitié de la vérité, elle est dans l'autre. Donc la vérité ne peut pas être un instrument, ça ne peut être qu'un effet. Celui qui, dans la thérapeutique, veut manœuvrer la vérité comme telle, ne peut que tuer. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Putain de planète. Hey, putain de planète. Bouge de là. Bouge de là. Gabriel Pignoli, dans un article de 1966 et une conférence, Lacan faisait valoir que la psychanalyse n'était pas finalement un traitement à part, n'était pas un traitement en plus du traitement médical. Et il s'adressait à l'époque aux médecins. Que peut-on tirer de ces remarques de Lacan ? Oui, c'est la première fois qu'un psychanalyste dit de façon claire que la psychanalyse n'est pas un traitement pour malades mentaux ou pour déprimés, etc., n'est pas une thérapeutique en plus ou une psychothérapie. La psychanalyse est avant tout une éthique. La psychanalyse donne une ouverture différente à la relation médecin-malade, d'autant plus que cette relation médecin-malade, actuellement, est fortement remise en cause par la science et par les techniques actuelles. La parole du médecin, la parole du malade, la demande du médecin et la demande du malade, tout cela, actuellement, est en crise. La médecine a besoin d'une éthique qui soit un peu différente parce que la demande extérieure au médecin devient de plus en plus pressante. Donc, l'ensemble de ces demandes pousse le médecin à avoir des actes purement techniques. Et c'est ce dont il doit se défendre. Et pour cela, Lacan, dans cet article dont vous parlez, met en évidence deux éléments importants de la relation médecin-malade. D'une part, la demande du malade. Qu'est-ce que demande le malade et à quoi ça correspond? Et d'autre part, la jouissance du corps, dont le médecin doit tenir compte. D'abord, la demande. Le malade fait une demande. Cette demande pourrait se résumer à dire « je voudrais ne plus être malade ».
Mais cette demande est souvent biaisée, parce que nous savons, nous médecins, que nombre de malades ont au contraire fortement le désir de rester malades. Pour des raisons très importantes, par exemple ne plus travailler. Donc si le médecin répond à cette demande en essayant d'enrayer la maladie, de guérir le malade, il va se trouver en grosse difficulté. Lacan met bien en évidence cette faille qu'il y a entre la demande et le désir chez le malade. Faille que l'on trouve pour toute demande et pour tout désir. Si le médecin, qui lui aussi a sa propre demande et son propre désir, lui aussi, avec une faille entre les deux, n'analyse pas tout ce qui se passe dans le désir du malade, dans la demande du malade, dans son propre désir, dans sa propre demande, eh bien, il aura une pratique en dents de scie, complexe et trop difficile. Par contre, s'il connaît quelque chose de la psychanalyse, il peut entendre cette demande du malade, et non pas y répondre directement, mais la lui faire connaître, en lui faisant découvrir, et ainsi l'amener vers ce que le malade désire, et peut-être lui faire même changer son désir. Mais Lacan va plus loin, en parlant de jouissance du corps. C'est que le corps malade et le corps douloureux est en jouissance. Ça veut dire qu'il est au-delà du plaisir. Il est obligé de se servir de son corps comme objet de jouissance. Et cela est fortement aidé par la médecine actuelle. Parce que nous avons toute une série de médicaments, psychotropes, qui font entrer le corps en jouissance. Freud et Lacan ensuite ont dit que le plaisir fait barrière à la jouissance. Ce qui veut dire que le plaisir, et le plaisir, quand Freud parlait du plaisir, il parlait du plaisir sexuel, le plaisir libidinal, ce plaisir-là empêche la jouissance. Pourquoi le plaisir fait-il barrière à la jouissance ? Parce que le plaisir est à base de frustration. S'il y a frustration, il y a barrière. Il y a empêchement. Et c'est ça qui fait que le plaisir et la réalité, cette bascule entre l'un et l'autre, empêche la jouissance qui, elle, amène, et Freud le dit bien au-delà du principe de plaisir, amène à la pulsion de mort. Donc, la pulsion de mort vient de cette accoutumance à la jouissance, et donc la pulsion de mort est là fortement mise en jeu. Le médecin doit donc, lui qui est quand même celui qui sait quelque chose de la mort, lui doit savoir quelque chose aussi sur cette fameuse pulsion de mort. Il est certain que la démarche scientifique qui domine aujourd'hui toute la pensée et toute la réflexion, que cette démarche scientifique a pour propriété d'essayer de résoudre les questions, les problèmes de l'inconscient par des moyens physiques, chimiques, mécaniques, Charles Melman, etc., etc. Autrement dit, de résoudre les impasses que j'évoquais au tout début de notre rencontre, de les résoudre donc par des moyens proprement scientifiques. Cela ne pourra se faire qu'au prix d'une aliénation redoublée et d'apparition, je dirais, de diffusion de symptômes sociaux dont je dirais que la toxicomanie et la délinquance sont de petits témoignages avant-coureurs. Quel sera là-dedans l'avenir de la psychanalyse ? Si je devais donner mon penchant, je dirais que je lui prévois un grand avenir. Car ce progrès de la science ne peut se faire qu'au prix d'une division accentuée du sujet, je veux dire d'une étrangeté de plus en plus grande
de l'existence pour ceux qui la supportent, même s'il existe des moyens pharmacochimiques pour atténuer aujourd'hui la douleur d'exister. Mais cette douleur, je dirais que du fait de la science, elle ne peut aller que croissante. Marcel Czermak, Lacan, outre en revisitant le champ de la psychose, il a aussi revisité dans les années 1960 le champ de l'éthique. Oui. Et comme vous évoquez les questions politiques, les questions de mondialisation, le statut de l'économie, la place de l'objet dans l'économie marchande, on peut penser que ce n'est pas sans conséquence pour le discours analytique et sans conséquence pour la place de l'analyste, non seulement dans la cité, mais dans la façon qu'il a peut-être de dire ou pas un certain nombre de vérités dans le champ social actuel. C'est déjà une position éthique de partir de ce pied qu'on n'est pas connivent avec l'autre et que l'incompréhension est au principe de l'échange. Il me semble que ça culmine justement dans son séminaire sur l'éthique, où il évoque ce fait que ce soit ce qu'il appelait, lui, l'objet petit a, qui imposait une révision de l'éthique. En d'autres termes, que le praticien avait à apprécier pour se forger une idée de ce à quoi il avait affaire, qu'est-ce qui menait le sujet, c'est-à-dire quel est l'objet qui le commandait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout moral, au sens où les moresses, les mœurs, seraient bien partagées. C'est apprécier au cas par cas qu'est-ce qui mène un bonhomme ou une collectivité. Il avait mis en position de commande l'objet petit a, c'est lui qui commande la révision de l'éthique. C'est évidemment pas quelque chose qui actuellement est très spécialement partagé dans nos réflexions sociologiques ou politiques, cependant que par ailleurs, nous sommes tous en train de nous dire que, du fait de la mondialisation des échanges, c'est quand même le bénéfice qui est en position de commande au point d'invalider et de court-circuiter les gouvernements. Le mercredi, à la fin du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement annonce les décisions, mais il peut parfaitement être chanté par simple coup de téléphone qui permettent de délocaliser des industries énormes sur des places offshore, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment, dans le discours libéral ou néolibéral actuel, cet objet financier, cette plus-value véritable qui est en position de commande au point d'invalider nos gouvernements qui nous le disent en plus. Alors, Marcel Czermak, justement, le travail de Lacan, à partir d'une réflexion justement sur l'éthique et la place de l'analyste dans la civilisation, a été commandé à la fois par une relecture, par exemple d'un texte de Freud comme Malaise dans la civilisation, mais aussi par sa rencontre avec les travaux de Karl Marx. Par exemple, les médecins prenaient le symptôme pour des signes, alors que pour Lacan, le symptôme est plutôt du côté de Karl Marx. Curieux paradoxe pour un psychanalyste, non ? En tout cas, pas pour un psychanalyste comme Lacan, puisqu'il a parlé, s'agissant de la plus-value, et quand il a fabriqué ce qu'il a appelé dans les quatre discours le plus de jouir, il a parlé d'une homologie de position. C'est-à-dire qu'il a parlé de quelque chose qui, dans le discours, venait pour le sujet dans une position d'une production à laquelle les sujets tenaient. Il y a évidemment une certaine différence entre la plus-value et le plus de jouir. La plus-value, ça peut s'accumuler. Plus de jouir, nous ne connaissons pas en quelle banque ça peut s'accumuler, encore que le plus de jouir, ça puisse permettre de faire de la plus-value si, étant perversement logé, on peut savoir comment produire chez les autres un souci du plus de jouir qui sera tout bénéf pour qui l'organise. Conférer les grandes organisations de loisirs où la pub prenez vos désirs pour des réalités, etc. C'est-à-dire que le tour de passe-passe de la grande publicité qui marche, c'est quand même de taper sur la corde du plus de jouir pour en faire de la plus-value. Pour la première fois, il est possible, il est légitime de mettre au cœur de notre organisation, aussi bien privée que publique que sociale, d'inscrire au cœur de cette organisation le défaut, l'impuissance. Il y a un réel
fait obstacle et qui est en même temps ce qui fera lien social. Ceci, parler de ce défaut, est peut-être susceptible d'engendrer un nouveau discours. Car si tout discours, comme le dira Lacan, est de semblant, puisque chaque signifiant ne fait en quelque sorte qu'être représentatif d'une jouissance qui se dérobe, si le signifiant en vient à évoquer aujourd'hui, maintenant, ce défaut, et non plus seulement cette jouissance qui se dérobe, voilà peut-être un signifiant qui ne serait plus du semblant. Tous nos liens sont mis en place par cette impossibilité, par ce défaut. Je viens d'une conférence tenue en Amérique latine par les hommes politiques et des économistes sur la question de la gouvernabilité, sous-entendu sur la crédibilité accordée en Amérique latine aux démocraties, mais on pourrait penser que les démocraties ne pourront commencer à être crédibles, c'est-à-dire à faire s'écarter les tentations nationalistes ou intégristes, que dans la mesure où la pensée politique acceptera de poser au principe, comme principe de la vie sociale, le défaut. Et entre autres, le défaut d'apaisement des tensions sociales. C'est sur ce défaut d'apaisement des tensions sociales que sont organisées nos sociétés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en quelque sorte s'y résigner ? Sûrement pas. Mais il faut commencer par poser ceci non pas comme un accident, mais comme un fait de structure. Charles Melman, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une psychanalyse ? Et sur quoi, finalement, pourrait-elle, disons, se conclure, d'après vous ? Bon, c'est extrêmement simple. La première chose, c'est qu'on peut espérer qu'au sortir d'une analyse, on est un peu moins con. Ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être dupe. Et Lacan souligne ce point. Ni qu'on s'estime dépositaire d'un savoir qui serait supérieur au bon sens ordinaire. Le bon sens est éminemment respectable et à entretenir. Mais par moins con, j'entends par là un sujet qui accepterait qu'une femme ne soit pas faite comme un homme. Autrement dit, accepterait qu'elle soit autre, accepterait cette dimension qui, du même coup, le rend, lui, étranger à lui-même, non plus ne pas être dupe du signifiant, mais peut-être être dupe en sachant ce qu'il peut, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut en obtenir, et dès lors en cherchant ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que la conclusion d'une cure pourrait être que le seul amour viable serait un amour limité. Ce ne serait pas tant dans le registre de la limitation que dans le registre de ce qu'il y aurait à faire pour que l'un et l'autre ne se réjouissent plus d'échouer. Puisqu'il est clair qu'aujourd'hui, c'est l'échec qui est recherché et entretenu par l'un comme par l'autre. Marcel Tchermak. C'est une question. On pourrait souhaiter qu'une psychanalyse ne laisse pas les gens trop cons. Ce qui ne les dispensera pas de leurs difficultés, de leurs emmerdements et des baraudes indispensables qu'ils auront à mener, parce que la vie étant ce qu'elles sont, ils auront à les mener. Mais que dans ces baraudes, ils puissent les mener avec dignité, et en tout cas sur le plan éthique sur un mode tel qu'ils ne seront pas nuisibles pour ceux qui vont les suivre, comme pour ceux auxquels ils ont eux-mêmes à s'affronter. C'est une discipline, c'est pourquoi Lacan disait le psychanalyste est un saint. C'est-à-dire il faut pouvoir affronter les difficultés en repérant la légitimité signifiante de leur articulation, d'une façon qui soit telle que dans la vie publique comme en clinique, le tableau soit clair avec ses limitations. Et dès lors que nous sommes inscrits dans le tableau, c'est-à-dire que nous y sommes partie prenante, nous sommes nous-mêmes facteurs de désordre, de malfaçon et de malheur.
comment n'être pas, c'est ma façon de dire, pas un facteur de malheur pour les sujets dans les modalités de notre intervention. Cette façon de n'être pas facteur de malheur, ça peut parfois prendre des tournures abruptes. Néanmoins, c'est comme toujours dans l'après-coup que les choses s'apprécient. Est-ce qu'un tel a été conforme à ce qui était requis de lui, à savoir de permettre que les sujets aient un rapport socialement pacifié et pas encombré par la connerie ordinaire, prise dans les jalousies, les rivalités, les briques, enfin tout le bric-à-brac dans lequel nous nous sommes formés et dont nous pourrions souhaiter être débarrassés, mais qui nous rattrape en permanence. Donc comment naviguer sans être captif de ce genre de bêtises, tout en laissant à l'autre sa chance, et tout en n'étant pas soi-même étranglé par ce type de conjonctures qui font notre sort quotidien, et sans que nous baissions pavillon. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. C'était Une vie, une œuvre, Jacques Lacan. Émission proposée par Alain Guy avec Charles Melman, psychanalyste, fondateur de l'association freudienne en 1982, après avoir été membre de l'école freudienne de Paris fondée par Jacques Lacan. Marcel Tchermak, psychiatre, psychanalyste, Hôpital Sainte-Anne, Henri Roussel. Perla Dupuis-Elbaz, psychanalyste. René Dupuis, psychanalyste. Gabriel Pignoli, pédopsychiatre, psychanalyste à Gap, Hautes-Alpes. Et Pierre Rey, écrivain, journaliste, auteur d'une saison chez Lacan, aux éditions Robert Laffont. Remerciements chaleureux à Claude Léger, psychanalyste, et à Jean Houry, de la clinique de la Borde, à Courcheverny. Vidéo et bibliographie sur 3615 France Culture. Mixage Jean-Pierre Juncker, Éric Boissé. Réalisation Isabelle Ihuel.